On s'habitue tous, plus ou moins, à vivre avec cette petite voix dans notre tête. Cette voix qui élabore des plans cauchemardesques sur notre futur, qui imagine ce qui pourrait mal tourner, qui prépare des « et si » toujours plus sombres les uns que les autres. Au début, cette petite voix, elle surprend. Puis, après plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années à l'entendre imaginer des scénarios catastrophes, on finit par ne plus être étonné du nouveau drame qu'elle invente. Elle devient familière, presque normale. Parce que quand on est anxieux, on apprend à vivre dans l'anticipation permanente. On vérifie, on prévoit, on analyse. On tente d'éviter l'erreur, la perte, le danger, le regard des autres ou encore l'échec. Et on pense que l'on se protège. On croit être prudent, responsable et lucide. Et pourtant, il arrive un moment où cette vigilance constante nous épuise, où l'esprit ne se repose jamais vraiment, où même les moments calmes sont toujours traversés d'un fond d'inquiétude. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que certaines choses que vous faites pour vous rassurer, pour vous apaiser, certaines stratégies que vous avez mises en place pour aller mieux, participent en réalité à entretenir votre anxiété, sans que vous le sachiez bien entendu. Dans ce nouveau podcast des émotions, j'ai envie de vous parler de ces 4 erreurs que l'on fait de manière logique, des mécanismes subtils et très souvent bien intentionnés qui aggravent l'anxiété au lieu de l'apaiser. Alors je vais vous parler de ces erreurs, absolument pas pour vous blâmer, encore moins pour vous faire vous sentir mal, mais pour vous aider à voir ce qui se joue en profondeur. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à sortir du cercle vicieux de l'anxiété. Alors si vous avez parfois l'impression de tourner en rond avec votre anxiété, si vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts sans réel soulagement durable, alors restez avec moi. On va mettre de la lumière sur ce qui se passe vraiment et surtout je vais vous proposer des pistes pour vous apaiser autrement. La première erreur que l'on fait de manière totalement logique, c'est de vouloir faire disparaître l'anxiété immédiatement. Parce que quand l'anxiété apparaît, la réaction est presque automatique. De manière logique, on veut que ça s'arrête. On veut retrouver le calme d'avant. On veut revenir à la normale. Alors on se met à analyser, à contrôler sa respiration qui s'emballe, à vérifier ses pensées, à chercher une solution rapide pour sortir de cet état désagréable. Et tout cela part d'une intention très saine, celle de vous protéger. Mais je vais vous expliquer ce qui se joue vraiment en profondeur. L'anxiété, c'est un système d'alarme, pas toujours juste et très souvent hypersensible. Mais c'est une alarme quand même. Et quand vous entrez en lutte immédiate contre elle, quand vous la traitez comme une urgence absolue, votre cerveau enregistre quelque chose de précis. Si je dois intervenir aussi vite, c'est qu'il y a vraiment un danger.
Et sans le vouloir, vous confirmez cette alerte. C'est un mécanisme bien documenté en thérapie cognitive, émotionnelle et comportementale. On sait que plus on tente de supprimer une émotion jugée intolérable, plus on renforce l'idée qu'elle est dangereuse. Et alors, lorsqu'on renforce cette idée, notre alarme devient encore plus sensible. Et ce qui est troublant, c'est que sur le moment, la lutte soulage. Mais à long terme, elle entretient le cycle de l'anxiété. Et c'est là que beaucoup de personnes se fatiguent, s'épuisent à lutter contre leur anxiété. Elles ont l'impression de faire énormément d'efforts et sans comprendre pourquoi l'anxiété revient sans cesse. Et ça, c'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme d'apprentissage du cerveau. Et ce mécanisme peut être modifié, mais pas par la force. Il nécessite une approche différente, plus stratégique, une approche qui apprend au système nerveux à interpréter autrement ce qu'il ressent. Et c'est précisément ce type de travail que l'on structure. Chaque fois que vous entrez en guerre contre votre anxiété, vous lui donnez involontairement de l'importance. Changez la manière dont vous réagissez à l'anxiété, c'est ce qui va être vraiment efficace pour la faire peu à peu disparaître. Alors que si vous cherchez immédiatement à la faire disparaître, vous allez malencontreusement la confirmer et la faire grandir. L'erreur malencontreuse numéro 2 qui vient aggraver notre rapport à l'anxiété, c'est de prendre nos pensées anxieuses pour des vérités. Quand on est anxieux, on ne souffre pas seulement de sensations désagréables. On souffre surtout de ce que l'on pense. Et si je faisais une erreur? Et si je tombais malade? Et si je perdais le contrôle? Et si quelque chose arrivait à quelqu'un que j'aime? Toutes ces pensées, elles arrivent très vite dans notre esprit d'anxieux, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Elles sont détaillées, elles semblent crédibles. Car oui, il y a une petite chance que quelque chose de mauvais nous arrive. Rien n'est certain en cette vie. Et ces pensées surtout, elles ont l'air prudentes. On a même parfois l'impression qu'elles sont responsables, qu'elles nous préparent, qu'elles nous évitent le pire. Alors on les écoute, on les analyse, on les décortique et on essaie de les résoudre mentalement. Et c'est là que l'erreur s'installe. En TCC, on distingue deux choses. Une pensée n'est pas un fait. Une pensée, c'est une hypothèse produite par un cerveau qui cherche à anticiper. Or, le cerveau anxieux est un cerveau qui surestime. Il surestime à la fois la probabilité du danger, la gravité des conséquences, et en même temps, il sous-estime sa propre capacité à faire face. Et ça, c'est un biais cognitif très connu. Mais quand vous prenez chaque pensée anxieuse
comme un signal fiable, votre corps, lui, ne fait pas la différence. Si votre esprit imagine un scénario catastrophe, votre système nerveux réagit comme si le scénario était en train de se produire. Le cœur accélère, les muscles se contractent, la vigilance augmente, et ensuite vous observez ces réactions physiques, ce qui vous convainc encore plus qu'il y a un problème. Et là, vous entrez dans le cercle vicieux. La pensée inquiétante entraîne la réaction corporelle normale, qui entraîne une interprétation négative, qui entraîne une amplification du signal. Et ce qui rend ce mécanisme difficile à repérer, c'est qu'il donne l'impression d'être totalement logique. Vous avez l'impression de réfléchir comme il faut, et en réalité, vous êtes en train de nourrir l'alarme. Plus vous argumentez avec cette pensée, plus vous cherchez à la neutraliser d'une quelconque manière, plus vous la traitez comme importante. Et votre cerveau apprend: cette idée mérite toute notre attention. Et ça, c'est pas vous qui pensez mal, c'est votre cerveau qui fonctionne en mode protection maximale. La difficulté, c'est qu'à force de vivre dans ces scénarios mentaux, vous ne réagissez plus seulement à la réalité, mais à des projections. Et ça, c'est épuisant. Alors la sortie dans tout ça, vous allez me dire, la sortie, elle ne consiste pas à penser positif, ce qui là aussi est contre-intuitif. La sortie, elle ne consiste pas à supprimer les pensées. Ce serait encore une forme de lutte qui leur donnerait de l'importance. La sortie, elle consiste à changer votre relation à ces pensées, à ne plus les traiter comme des prédictions certaines. Et ça, c'est un entraînement, un apprentissage progressif qui modifiera peu à peu la manière dont le cerveau évalue ses propres productions mentales. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se sentent perdues. Elles comprennent qu'il y a un mécanisme, mais elles ne savent pas comment s'en extraire concrètement dans la réalité. Et pour ça, il existe des outils spécifiques pour travailler cette distance mentale, comme la méditation par exemple, ou des exercices structurés qui permettent au cerveau d'apprendre à observer sans s'emballer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais la vraie première étape, c'est celle-ci. Réalisez que vos pensées anxieuses ne sont pas des vérités, que ce sont des scénarios, et qu'un scénario n'a de pouvoir que si on le joue entièrement. L'erreur numéro 3 qui nous maintient dans le cercle de l'anxiété, c'est de multiplier les comportements de réassurance. Et ça, c'est l'erreur la plus insidieuse, parce qu'elle donne l'impression d'être raisonnable. Quand l'anxiété monte, vous cherchez à vous rassurer. Vous vérifiez, vous relisez vos messages pour être sûr de n'avoir rien dit de travers. Vous consultez Internet pour comprendre un symptôme. Vous demandez l'avis d'un proche pour savoir s'il pense que ça va aller. Vous planifiez les moindres détails pour éviter toute surprise. Et sur le moment, ce contrôle, ça apaise, au moins un peu. Et c'est précisément ce petit soulagement qui renforce le mécanisme. En TCC, on appelle ça un renforcement. Le comportement, vérifier, demander, contrôler, va faire baisser l'anxiété à court terme. Et vous, faire baisser l'anxiété, c'est votre objectif.
Donc le cerveau apprend à répéter ce comportement. Mais il apprend aussi autre chose de beaucoup plus problématique. Il apprend que la situation était effectivement dangereuse. Parce que sinon, pourquoi auriez-vous eu besoin de vous rassurer? Ce piège, il est subtil. Chaque fois que vous vérifiez, chaque fois que vous cherchez une confirmation extérieure, chaque fois que vous essayez de vous rassurer, vous envoyez un message à votre cerveau. Il y avait un risque réel. Heureusement que j'ai contrôlé. Heureusement que j'ai vérifié. Heureusement que j'ai évité cette situation. Et la prochaine fois, l'alarme se déclenchera plus vite, plus fort, avec plus d'insistance. Et petit à petit, vous développez une sorte de dépendance à la réassurance. C'est un apprentissage. Mais cet apprentissage, il vous enferme parce qu'il vous donne l'illusion du contrôle. Alors qu'en réalité, il augmente votre vigilance permanente. Et ce qui est épuisant, c'est que ces comportements finissent par envahir tout votre quotidien. Vous anticipez davantage, vous préparez tout, vous sécurisez tout, et pourtant, vous ne vous sentez jamais totalement rassuré. Pourquoi ? Parce que l'incertitude fait partie de la vie. Et l'anxiété tente de supprimer ce fait. Et plus vous cherchez à éliminer l'incertitude, plus votre cerveau la considère comme insupportable. Et là, vous êtes prise au piège dans un cercle vicieux très puissant. Ce qui change réellement la dynamique, ce n'est pas de trouver la bonne réponse rassurante, c'est d'apprendre à diminuer progressivement ces comportements de contrôle. Et cela ne peut se faire brutalement. Ça demande une stratégie progressive, structurée et adaptée à votre niveau d'anxiété. Parce que sans méthode, on a tendance soit à continuer de vérifier, parce qu'on a trop peur, soit à vouloir arrêter d'un coup, ce qui génère trop de tension pour permettre l'apaisement. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Mais la clé, c'est d'apprendre à tolérer une petite dose d'incertitude sans déclencher la totale panique intérieure. Et ça, c'est un apprentissage neuropsychologique et il est réellement possible. C'est votre porte de sortie du cercle de l'anxiété. L'erreur numéro 4, c'est d'organiser votre vie autour de l'évitement. Au début, on évite par petits ajustements. On évite une conversation un peu délicate. On repousse un rendez-vous dans un endroit qui nous met mal à l'aise. On renonce à une opportunité pour y aller plus tard. On choisit l'option la plus confortable. Et sur le moment, c'est logique. Moins d'exposition égale moins d'anxiété. Et effectivement, quand on évite, l'anxiété baisse. Le soulagement arrive plus vite. Mais encore une fois, le cerveau apprend quelque chose de dommageable. Il associe que lorsqu'il évite de faire quelque chose, il se sent ensuite en sécurité. Et il enregistre que la situation évitée représentait donc forcément un danger, puisqu'on l'a évité.
Et ça, c'est un mécanisme central qu'on décortique en thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale. Parce que l'évitement maintient la peur. Parce qu'il empêche votre cerveau de découvrir qu'en réalité, vous avez la capacité de faire face. Quand vous évitez systématiquement une situation anxiogène, vous ne laissez jamais votre système nerveux aller au bout de l'expérience. Vous ne lui donnez jamais l'occasion d'apprendre que l'inconfort peut être vécu et redescendre sans aucune action de votre part. Vous ne lui donnez pas l'occasion d'apprendre que la catastrophe imaginée ne se produit pas forcément. Et vous ne lui donnez pas l'occasion d'apprendre que vous avez des ressources suffisantes pour faire face à cet inconfort. À la place, votre monde commence à se rétrécir, très doucement. C'est pas spectaculaire. C'est des petits choix quotidiens, presque invisibles. Quand on fait un détour, par prudence, quand un silence va éviter le conflit, une absence pour éviter le regard, et progressivement l'anxiété gagne du terrain. Parce que votre cerveau fonctionne selon une logique très simple. Ce que j'évite doit être forcément très dangereux. Alors l'évitement vous protège à court terme, il vous enferme à long terme. Et c'est là que beaucoup de personnes se sentent prisonnières. Elles ont l'impression que leur anxiété augmente et que leur zone de sécurité diminue. La solution, vous allez me dire, elle s'appelle l'exposition. Mais attention, elle ne consiste pas à se forcer brutalement à dépasser ses limites, ni à se jeter dans le vide. Elle consiste à réapprendre progressivement l'exposition de manière sécurisée, stratégique et adaptée à ce qui nous fait peur. Et ça, c'est un vrai entraînement du système nerveux, un vrai réapprentissage. Et sans cadre structuré, beaucoup de personnes oscillent entre deux extrêmes. Soit elles se confrontent trop fort et elles se découragent de ne pas y arriver, soit elles continuent à éviter parce qu'elles ne se sentent pas capables de s'exposer à leur peur. Dans les deux cas, on entretient encore le cycle. Si vous regardez ces 4 erreurs ensemble, vous voyez un fil rouge apparaître. Lutter contre l'anxiété, croire ses pensées, chercher constamment la réassurance et éviter l'inconfort. Aucune de ces réactions n'est fausse. Elles sont humaines. Mais elles ont un point commun. Elles entretiennent le fonctionnement anxieux du cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est que ce fonctionnement, il s'apprend. Et ce qui s'apprend peut se désapprendre. Pas en un jour, pas par magie, mais avec des outils précis, progressifs et adaptés. Alors si vous vous reconnaissez dans ces 4 erreurs, j'aimerais vraiment vous dire que vous ne faites rien de travers. Vos réactions, elles sont logiques. Quand l'anxiété apparaît, c'est logique de vouloir la faire taire. C'est logique de croire ces pensées qui ont une petite chance de nous faire face à un scénario catastrophe. C'est logique de chercher à se réassurer quand on ne se sent pas bien. C'est logique d'éviter
ce qui fait monter l'inconfort. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le mécanisme. Et ce sont justement ces réactions automatiques, humaines, cohérentes, protectrices, qui entretiennent le cercle vicieux de l'anxiété. Toujours plus de lutte, toujours plus de contrôle, toujours plus de réassurance, toujours plus d'évitement. Et à long terme, toujours plus d'anxiété. Et ça, c'est profondément contre-intuitif. Parce que pour apaiser l'anxiété, il faut souvent apprendre à faire l'inverse de ce que notre instinct nous dicte. Et ça, c'est vraiment pas évident. Si soigner l'anxiété était rapide et magique, personne ne vivrait avec. Si une simple phrase positive suffisait, les cabinets de psychologues seraient vides. Alors pourquoi est-ce si compliqué ? Parce que l'anxiété repose sur des mécanismes neuropsychologiques très puissants. Parce qu'elle joue sur l'anticipation, l'incertitude et les sensations corporelles très désagréables. Parce qu'elle demande un véritable réapprentissage que personne ne nous a jamais appris à faire. Et ce n'est pas difficile au sens intellectuel, c'est exigeant au sens pratique. Cela demande de comprendre ce qui se joue, mais surtout d'expérimenter de nouvelles manières de réagir. Dans ce podcast, j'essaie de vous donner des clés pour mieux comprendre votre anxiété et surtout pour comprendre qu'il y a des moyens d'en sortir. Et je sais que ce n'est pas facile de demander de l'aide. L'anxiété, c'est un peu ce problème dont on a honte. Parce qu'on a bien conscience que ce dont on a peur finalement n'arrive jamais et que tous les scénarios catastrophes que l'on fait sont surtout vécus dans notre imaginaire. Comme on n'a pas vraiment de problème apparent, c'est un peu comme si c'était de notre faute. Et c'est souvent ça qui empêche les gens d'aller consulter un psychologue pour demander de l'aide. Pourtant, vivre avec l'anxiété une vie entière, c'est peut-être la chose la plus douloureuse et la plus difficile. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement. Une vie passée sous le joug de l'anxiété, c'est une vie dans laquelle il ne nous arrive peut-être rien d'horrible, mais où pourtant on a bien la sensation de le vivre. Alors si vous vous êtes reconnu profondément dans tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous y avez droit, parce que c'est vraiment une problématique compliquée à résoudre tout seul, justement parce qu'on est pris au piège dans cette logique apparente qui nous enferme dans un soulagement immédiat. Et pour ceux qui sont profondément réfractaires à l'idée d'aller voir un psychologue, j'ai créé une boîte à outils anti-anxiété pour essayer de vous guider pas à pas dans ce que j'aurais proposé aux patients que j'accompagne quand ils viennent me voir pour des troubles anxieux. Je vous mets le lien sur l'écran et aussi dans la description de la vidéo. Et sur ma chaîne, vous trouverez de nombreux outils, des séances et des podcasts pour mieux comprendre votre anxiété et apprendre pas à pas à fonctionner différemment avec elle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions.